Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour ce séminaire en ligne qui s'intitule donc Comment implémenter une plateforme digitale omnicanal et exploiter sa vision client à 360 degrés. Pour cette matinée, je serai accompagné de mes partenaires, la société AWE et son représentant Maxime Gourlot, qui est David Guédé de AWE, qui est une agence de consulting marketing équipée d'un pôle data, qui va d'ailleurs se représenter un peu plus tard. Maxime Gourlot, qui représente la société Catamania, qui est une entreprise de services numériques, qui réalise donc de nombreux projets autour des stacks digitales, avec de la prestation d'assistance, de pilotage, d'AMEA, mais encore une fois, Maxime se représentera. Et pour ma part, donc je suis Philippe Deltan, je suis en charge des partenariats et ingénieur d'affaires également, donc chez Jaya, qui est un éditeur de logiciels franco-suisse qui édite donc une stack digitale. Donc, je vous invite à nous poser les questions via le chat qui est à votre disposition. Nous prendrons donc les questions à l'issue de cette présentation qui va durer environ 45 minutes, durant laquelle vous allez donc pouvoir bénéficier, si je puis dire, d'une présentation des tendances du marché, une présentation donc rapide de Jaya sur notre solution de stack digital, et ensuite David Guédé et Maxime Gourlot vous présenteront donc l'approche méthodologique et la manière d'intégrer cette stack digitale dans un écosystème informatique avec un ou deux cas d'usage réels, avec des retours d'expérience liés donc à leur implémentation. Et puis, dans un troisième temps, nous vous ferons une démonstration de manière à illustrer les différents concepts que nous aurons parcourus donc tous ensemble au cours de cette présentation en ligne. Je vous propose donc de démarrer avec nos observations du marché. Aujourd'hui, nous sommes donc dans un environnement digital qui est en pleine transformation. Les attentes des consommateurs évoluent, ils changent régulièrement. Aujourd'hui, les consommateurs veulent disposer d'un service immédiat. Ils souhaitent, lorsqu'ils ont des besoins particuliers, bénéficier donc de ces retours, de ces informations immédiatement. Ce qui veut dire également que les plateformes de communication, d'échange évoluer en conséquence, notamment à travers les différents modes de diffusion ou d'accès de données, que ce soit les objets connectés, les applications mobiles, les tablettes, même aujourd'hui, les montres connectées vous permettent d'échanger ou de réceptionner des informations. Côté du commerce, on observe le même phénomène, c'est-à-dire que le commerce traditionnel physique se réduit petit à petit au profit du commerce en ligne, avec une approche donc digitalisée extrêmement forte, avec l'apparition ou le développement significatif des grands sites de commerce que sont par exemple Amazon, Cdiscount ou autres. Et puis un quatrième phénomène qui vient se rajouter naturellement à cette évolution de la planète digitale, c'est l'apparition, ou en tout cas un développement, une accélération des processus automatiques de robotique, que ce soit avec les outils d'intelligence artificielle, notamment le machine learning, et puis même aujourd'hui ce qu'on appelle le RPA, les chatbots, etc., qui viennent naturellement compléter le dispositif digital pour échanger avec les utilisateurs. Donc, comme je vous l'ai dit, les technologies et les consommations, les modes de consommation évoluent. Donc, on a besoin naturellement, en termes d'écosystème informatique, de faire évoluer les technologies pour apporter des réponses opérationnelles à ces nouveaux modes de consommation. En particulier, les suites logicielles aujourd'hui ont montré certaines limites et donc on s'oriente vers des stacks de composants, l'idée étant d'aller piocher les composants qui répondent le mieux à un moment donné, à un besoin particulier,
L'autre intérêt de cette approche stack est de permettre le remplacement, les évolutions dans le temps, donc d'avoir une approche extrêmement modulaire. L'autre élément pertinent, je dirais, dans la sélection de ces produits, de ces stacks, c'est naturellement la simplicité de mise en œuvre, d'opération, tout ça autour de la donnée data. Donc, on est aujourd'hui de plus en plus orienté autour du customer-centric, de la data-centric, et on a donc nécessité de faire le lien entre les données qui sont de plus en plus importantes, donc le big data typiquement, pour exploiter au mieux et en quasi temps réel les informations qui sont disponibles pour échanger, communiquer et engager naturellement les utilisateurs, les clients ou les citoyens sur les portails grand public, par exemple des grandes organisations ou des ministères. Tout cela dans un environnement qui doit monter à l'échelle. L'objectif est très souvent de démarrer une application, un usage dans un périmètre limité, mais de le faire évoluer en fonction du trafic que l'on va observer naturellement au cours du temps. Alors, si on regarde quelle est la constitution classique d'une stack digitale omnicanal, on va retrouver naturellement des services fondamentaux, notamment la plateforme de gestion de contenu, une CDP, donc une Customer Data Platform qui va agréger la connaissance client, mais on va également retrouver tous les outils de dashboarding permettant donc de faire de l'analytique, de la visualisation, du reporting et des modèles prédictifs pour faire l'analyse finalement comportementale des utilisateurs de manière à les engager ou comprendre leur comportement pour adapter la communication au niveau de l'information digitale que l'on va promouvoir. Il y a naturellement également tous les éléments de sécurité, de gestion de droits, de rôles, d'accès, etc. Et puis au-dessus de ces éléments fondateurs, on va retrouver des services complémentaires comme les CRM, qui vont enregistrer donc les comportements ou les informations liées entre l'utilisateur, le client, au niveau de la relation que l'on peut avoir au sein de l'entreprise. Il y a tous les systèmes d'engagement sociaux, les systèmes de marketing automation, d'envoi d'emails, de newsletters. On va retrouver naturellement les Web Content Managers permettant de créer donc les sites web, notamment ou des applications mobiles ou des applications métiers, tout ça en liaison avec des systèmes de gestion de ressources diverses, donc ce qu'on appelle les DAM ou les MAM, les Digital Asset Managers ou Media Asset Managers, qui vont vous permettre de traiter, de gérer vos images, vos vidéos, tous vos assets en fait digitaux qui vont venir enrichir l'expérience utilisateur. Enfin, on va retrouver différents canaux finalement d'interaction avec les utilisateurs. On va retrouver des applications métiers, on va retrouver des sites d'e-commerce, on va retrouver des centres de contact, que ce soit des centres physiques ou des centres digitaux, comme un call center, et puis naturellement, tous les aspects liés à la publicité, la génération donc d'AdWords ou l'analyse de comportement en fonction naturellement de cette interactivité publicitaire que l'on va avoir avec les clients et les utilisateurs. Et si on regarde quels sont les canaux d'engagement, encore une fois, on va retrouver une multitude de modes d'interactivité, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les médias plus traditionnels comme la messagerie ou les sites web, avec une tendance également à développer les applications mobiles qui sont aujourd'hui en très très forte croissance, sans pour autant négliger les aspects plus traditionnels comme les éléments papier, qui restent malgré tout encore une forme de communication et d'interaction avec les utilisateurs, et tout ça également sur des médias qui évoluent de plus en plus vers de l'interactivité avec de la vidéo, de la voix,
qui viennent compléter en général les informations purement textuelles. Donc, tous ces éléments, toute cette stack finalement est un ensemble de composants plus ou moins développés, plus ou moins complexes à faire interopérer. Et donc, chez Jaya, nous avons développé 3 composants qui vont répondre à une partie de ces problématiques opérationnelles, à savoir une brique qu'on appelle JContent, qui est un CMS permettant donc de créer des sites web ou des applications mobiles en environnement multilingue, headless, hybride. Une composante qu'on appelle JExperience, qui est un module complémentaire pour permettre la personnalisation du contenu et donc en fonction du parcours et de la connaissance client, qui repose et qui intègre une CDP que nous avons développée et versée dans la communauté Apache et qui s'appelle Unomi, que vous pouvez par ailleurs récupérer, tester via des API REST qui sont donc accessibles librement. Enfin, un troisième élément fondateur qui est extrêmement important, c'est un ensemble de connecteurs bidirectionnels qui vont permettre donc l'interactivité, l'échange d'informations entre la CDP et l'écosystème du back-office et du front-office par ailleurs, de façon, encore une fois, à agréger la connaissance client dans cette CDP de manière interactive, quasi temps réel, entre un CRM, un outil de marketing automation ou la capture de données, la collecte que l'on peut donc réaliser sur le site web lorsque l'utilisateur interagit avec votre plateforme. Donc Jaya, en quelques mots, donc c'est un éditeur franco-suisse créé en 2002. Nous avons des bureaux en Europe et sur le continent nord-américain. Nous travaillons donc avec des agences digitales et des ESN pour la mise en place de la plateforme. Et typiquement, AWE et Catamania sont 2 partenaires historiques aujourd'hui de Jaya qui réalisent de nombreux projets depuis plusieurs années. Et je vous laisse parcourir rapidement les références. Nous sommes très présents dans le domaine de la banque, de l'assurance, de l'industrie, mais également des sites institutionnels, que ce soit le Parlement européen, la région wallonne, Pôle emploi, l'APEC en France, ou alors des sites d'engagement commerciaux comme par exemple Intermarché, Leclerc, Leroy Merlin, ou on le verra un peu plus tard, un exemple avec peut-être Sofinco qui fait du prêt personnel à travers sa plateforme sofinco.fr. Donc, si on repositionne les différents composants au niveau de la stack produit, on a évoqué donc le besoin de gestion de contenu, on a un besoin de collecte et de concentration, d'agrégation de la connaissance client à travers une CDP, et naturellement, on doit interagir avec des outils de marketing automation. Et donc tout ça, ça va se faire avec les différentes composantes qu'on a vues précédemment, à savoir le JContent qui va vous permettre donc de créer du contenu et de développer des applications soit mobiles, soit web, soit des applications métiers, de manière native ou via votre framework JavaScript préféré. On va vous mettre à disposition une CDP, donc à travers un module qui s'appelle Jaya Customer, qui est intégré à la plateforme de personnalisation, sachant que de manière optionnelle, vous allez disposer d'environ 400 connecteurs pour interagir avec l'écosystème existant qu'on vous présentera encore une fois lors de la démonstration. Et enfin, pour ce qui est de la personnalisation, donc on va vous proposer un module qui est une interface complémentaire à la CDP permettant de réaliser la segmentation, de gérer les segments utilisateurs, de réaliser des tests AB de manière à évaluer les différentes variantes qui fonctionnent le mieux sur un site web et naturellement de profiler les utilisateurs en fonction de leur comportement sur la plateforme, en fonction de l'origine régionale, la localisation
de l'utilisateur en fonction de règles métiers définies par le marketing ou par l'équipe commerciale de l'entreprise. Et donc, ces trois composantes vont venir naturellement interagir avec le back-office, encore une fois, pour proposer une expérience utilisateur complètement intégrée. Donc voilà, je vais passer la main à David Guédé, donc d'AWE, et à Maxime Gourlot de Catamania, qui vont vous présenter de manière assez concrète une méthodologie, une approche sur la mise en place de ces différents composants auprès de nos clients. Merci Philippe pour cette introduction. Je me présente David Guédé, directeur du pôle data chez AWE et président de Decide.ai. Alors chez AWE, nous faisons quoi? En quelques mots, AWE, on guide les stratégies digitales des grands groupes B2B. Notre particularité, c'est d'être organisé autour d'un pôle consulting pour gérer des stratégies, d'un pôle agence pour produire ce qu'on recommande dans nos stratégies, et bien sûr d'un pôle data dont je m'occupe, qui permet d'aller analyser les résultats finement et faire de la datation sur les données pour faire les bonnes recommandations. Maxime? Je prends la suite, merci. Donc Maxime Gourlot, je suis Solution Manager chez Catamania. Catamania, très rapidement, donc on est une entreprise de services numériques, on intervient sur tout ce qui va être projet web, projet informatique au sens large du terme, notamment dans l'accompagnement à la transformation digitale. On comprend à l'intérieur de Catamania plusieurs types de profils, des UX designers, des UI designers, des développeurs de tout genre, front office, back office, des experts spécifiques, des testeurs aussi, des analystes fonctionnels, des business analystes, et tout ce qui va être chefferie de projet aussi derrière. Donc on a la capacité chez Catamania de réaliser un projet de A à Z, et on s'appuie sur des expertises vraiment particulières, notamment celle du marketing, avec AWE par exemple sur des projets un petit peu plus particuliers. Comme Jaya, on travaille pour plein de secteurs d'activité différents, tout ce qui va être banque et assurance, industrie, grande distribution, transport. On a des projets qui vont être vraiment divers et variés dans des secteurs d'activité totalement différents les uns des autres. C'est ce qui fait qu'on est force de proposition la plupart du temps sur nos projets, qui restent très intéressants au global, surtout avec des partenaires type AWE, où on intervient sur des domaines d'expertise qui sont vraiment spécifiques. Je pense qu'on peut passer à la slide d'après, du coup, Philippe. Voilà. Alors, juste avant de vous expliquer ce qu'on peut obtenir quand on fait appel à une agence comme Catamania et AWE, et en utilisant une Customer Data Platform et Jaya dans son ensemble. Juste ça, c'est une petite introduction pour une situation qui est réelle et qui est souvent observée chez nos clients. Chez nos clients, quand on regarde, on leur demande quel est le nombre de leads. Et en fait, ils ont souvent une vue en silo, une vision en silo. Ils vont regarder dans AdWords, ils vont dire qu'AdWords a généré, par exemple, 10 leads sur la semaine. Ils vont regarder dans Google Analytics, donc les deux briques au milieu. Alors, selon Google Analytics, le SEO a généré une vingtaine de leads, alors qu'AdWords n'en a généré que 5. Et quand ils regardent dans leur formulaire, par exemple le formulaire de leur marketing automation, ils voient en tout que 21 leads a été généré. Si vous faites le compte, d'un côté, dans Google Analytics, j'en remonte 25. Dans le marketing automation, j'en remonte 21. Dans Google Analytics, j'en observe 5 associés à AdWords. Et quand je regarde dans AdWords lui-même, j'en observe 10. C'est un peu la grande problématique qu'on observe en début de projet avec cette vision silo, parce que chaque canal essaye de s'attribuer le plus de leads possible. Et pour ça, ils ont tous des règles différentes. Mais au final, quand vous regardez dans votre CRM, il y a que dans cet exemple-là 23 leads qui sont remontés effectivement. Donc la Customer Data Platform et cette vision 360 qui n'est plus utopique maintenant, qui est une réalité, elle permet quoi? Elle permet justement d'aller centraliser le parcours complet au sein de chaque profil, de chaque lead, et afin d'avoir une vraie mesure du parcours de A à Z, du premier clic jusqu'au contrat.
Philippe? Merci. Donc voilà, c'est juste une petite slide sur comment on travaille. Donc je laisse la main à Maxime. Alors, on a pris un petit exemple du coup dans la création plutôt d'un nouveau produit, d'un nouveau service, d'un nouveau parcours ou la création typiquement d'une nouvelle application. On pourra refaire l'exemple après si on est sur une refonte de parcours ou une refonte d'application. C'est légèrement différent. C'est pour ça que la petite flèche intervient en dessous, mais on les réévoquera juste après. Vraiment donc décomposé en 5 étapes différentes. L'étape de recueil du besoin qui est la première étape, qui est hyper importante. La plupart du temps avec David, on l'approche plutôt sous forme de design sprint. Je ne sais pas si c'est familier pour vous ou pas. Ça commence à être assez régulier chez nos clients actuellement. Donc le design sprint, c'est une des méthodologies basées sur le design thinking qui a été développée par Google Venture en 2010. Google Venture, c'est le fonds d'investissement de Google qui permet d'investir dans des startups. Donc ils cherchaient une méthode pour très rapidement savoir si cette application, ce concept-là allait fonctionner. Donc ils ont défini une méthode sous 5 jours, avoir des retours utilisateurs précis pour voir si c'était intéressant ou non d'investir du coup dans cette application, dans ce concept, dans cette startup ou non. Donc nous, on se base sur cette méthodologie-là, concrètement, qui est basée sur 5 jours bien distincts. Alors on le verra juste à l'étape d'après, ça nous permet très rapidement, c'est avoir des retours sur un périmètre. En gros, on a une phase d'une semaine où on est hyper productif et où on a des retours très rapides. Et si ça ne convient pas, on a la possibilité de mettre ça de côté, de prendre en compte justement les enseignements du premier sprint qui n'a pas fonctionné et de repartir sur quelque chose qui tient la route par rapport à ce qu'on a fait la semaine précédente. On va le réévoquer dans l'écran d'après. Donc le design sprint permet de définir l'ensemble du périmètre, ça c'est hyper important. Après, on vient définir tout ce qui va être use case, problématique, en gros l'ensemble des sujets sur lesquels on veut travailler durant la phase de design sprint. Je te laisse David reprendre la main sur la partie gap analysis à la limite. Ouais, la partie gap analysis, elle consiste à analyser ce vers quoi on veut aller, ce qu'il y a déjà en place avec un audit, des données qu'on va pouvoir récupérer par exemple, et de regarder justement ce qu'il va falloir mettre en place entre ce qu'on récupère déjà et ce qui nous manque pour aller vers ce qu'on voudrait récupérer dans les use cases. Donc recueil du besoin, donc le design sprint nous permet d'avoir aussi un prototype testable, si je vais un petit peu plus loin, et potentiellement des retours utilisateurs, c'est l'objectif, pour savoir en gros si le concept est viable ou non, ou s'il y a des choses à améliorer, ce qui est quasiment à chaque fois le cas, c'est-à-dire qu'on a toujours des petites choses à peaufiner, mais ça nous permet de gagner du temps concrètement sur la conception et sur le développement après, et donc de l'argent au global. Une fois que cette phase de recueil du besoin est terminée, on a une phase vraiment de définition de la roadmap. On vient définir les objectifs projet, donc, qui sortent du périmètre et des use cases précédents. L'ensemble des profils devant intervenir sur le projet, est-ce qu'on a besoin d'un UX designer, d'un UI designer, d'un data scientist, d'analyste fonctionnel, de tel type de développeur. Donc tout ça, on le prend en compte dans la proposition et derrière, on estime important de réaliser des spécifications fonctionnelles ou techniques. C'est ce qui nous permet d'être serein, qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette en fait au moment où on démarre le projet et au moment aussi où on vient estimer les charges sur le projet. Donc toute cette phase de spécification est très importante et nous permet d'élaborer une charge et un coût derrière, et bien sûr une durée de réalisation pour le projet. Donc voilà pour la phase de roadmap. Après, on a toute la phase de conception et réalisation. Je vais passer très rapidement dessus. C'est le standard, toutes les phases de design, de développement, de paramétrage du CMS notamment, avec toute la gestion des habilitations, c'est-à-dire des accès par rôle, toute la gestion des workflows métiers, par exemple s'il y a un workflow spécifique de publication, donc tout ça le prendre en compte dedans, et tout ce qui va être sélection, paramétrage des différents modules de Jaya, de la communauté ou sur mesure à côté. Après, on va avoir tout ce qui va être intégration de services externes. Imaginons qu'on ait besoin de connecter du Mailjet ou un CRM type Salesforce ou Dynamics. Voilà, tout ça, on vient faire à cette phase-là. Et après, on a tout le paramétrage de la Customer Data Platform qui nous permet de centraliser l'ensemble de la donnée au même endroit. Ça, c'est très important, c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, c'est dans cette phase de conception qu'on vient paramétrer l'ensemble et développer tous les petits connecteurs qui pourraient être manquants potentiellement pour agréger l'ensemble de la data au même endroit.
Et après, on a toute la phase de test voilà, qu'on vient mettre en place, basée la plupart du temps sur un cahier de test effectué entre Catamania, le client et AWE derrière. Donc voilà pour cette phase de conception-réalisation qui est plutôt une phase technique qu'autre chose. Une fois que cette phase du coup de conception-réalisation est terminée, on a la mise en production de l'outil. Une fois que l'outil est en production, on peut commencer à collecter de la donnée et à la recueillir, à la centraliser directement sur la Customer Data Platform. Donc avec David, on a mis quelques exemples en dessous de données à récupérer. On le verra un petit peu plus tard en détail dans les slides qui vont venir. C'est qu'un exemple de données, mais toutes les données d'A/B testing notamment, on a la possibilité de les centraliser dans la Customer Data Platform, tout ce qui va être analyse de retour sur investissement, de satisfaction client, de lead prospect, de tout ce qui va être analytics au sens large. Toutes ces données-là, on vient les centraliser dans la Customer Data Platform et plus globalement, donc voir ce que fait l'utilisateur de façon globale, soit sur un parcours digital ou soit sur un parcours hors digital dans un premier temps, permettant de cerner ce que fait cet utilisateur, identifié ou non, savoir s'il est connecté ou non, et ça nous permet d'avoir vraiment une vision 360 de cette personne, de ce persona, et voir un petit peu les différents points d'action, d'interaction qu'on peut avoir avec lui en supplément pour améliorer son expérience et améliorer derrière notre retour sur investissement, potentiellement améliorer notre taux de conversion, etc. Donc c'est sur cette étape qu'on vient vraiment avoir cette vision 360 de nos internautes. Une fois ces données recueillies, on a toute la phase de conseil, d'analyse qui rentre en compte. Là, à la limite, David, je te laisse reprendre la main. Je pense que ça peut être intéressant peut-être de redétailler chacun des petits éléments qui est à l'intérieur, parce que pour moi, c'est là où c'est important. Voilà, en quelques mots, du coup, il faut que vous imaginiez qu'à ce stade-là, on a vraiment toutes les interactions, qu'elles soient sur votre site web, via des emails ouverts, en boutique, dans votre CRM, entre un client prospect et votre marque. Et donc, une fois qu'on a tout ce parcours-là, on va pouvoir aller faire tourner des algorithmes de machine learning qui vont apprendre. Et la possibilité est quasiment infinie. Mais j'ai repéré quelques algorithmes qui étaient les plus souvent demandés par les clients avec qui je travaille. C'est le premier, c'est ventilation du budget. En gros, vous avez des budgets par canaux, par campagne. Ces canaux campagne participent plus ou moins en fait à cette génération de chiffre d'affaires pour votre entreprise. Donc, comment aller optimiser à budget égal cette répartition de façon à augmenter le chiffre d'affaires qui arrive derrière. Optimisation du parcours, c'est dans votre parcours entre la première fois qu'un utilisateur vient sur votre site et le moment où il devient un contrat chez vous, il va avoir tout un parcours avec plein d'étapes. Parmi ces étapes, il y en a qui vont être plus ou moins marquantes dans son parcours et qui vont favoriser cette transformation d'un prospect en client. Donc c'est un peu comment arriver à améliorer ses parcours. Lead scoring, ça c'est pour prioriser. On va réussir à prioriser grâce à un score les leads qui arrivent dans votre CRM de façon à ce que les commerciaux focusent leurs efforts sur les leads les plus prometteurs et non pas les premiers leads qui est arrivé, qui est souvent la stratégie en place dans les entreprises first in, first out. Prospect scoring, on va aller targeter de manière spécifique, par exemple dans AdWords ou n'importe quel canal digital, des visiteurs web qui sont qu'on arrive à déterminer comme étant tout proches de faire une demande de contact, une demande de devis, mais qui ne l'ont pas encore faite. Content scoring, on va mesurer l'impact de chaque contenu du parcours sur la conversion. Et enfin, next best action, c'est tout simplement pour chaque profil, quelle est la meilleure action à faire, avec quel canal, quel contenu, de façon à pouvoir transformer ce prospect en client. Je crois que Philippe a perdu la présentation. Il ne faut pas tarder à revenir dessus.
Du coup, moi, je venais juste de finir, donc je te rends la main. Très bien. Parfait. Donc, la méthodologie de recueil des besoins jusqu'à la roadmap. Donc, dans une phase de design sprint classique, on a plusieurs types d'intervenants qui participent à ça. Des experts métiers, des décideurs, des développeurs notamment, qui interviennent dans ces phases de réflexion. Et un sprint master, du coup, bien sûr, pour animer un petit peu l'ensemble des débats, pour préparer, animer, timer un petit peu les échanges. On a une grosse phase de préparation qui se fait dans les projets où on a une intégration de CDP. Concrètement, avec David, on préconise une première étape. On pourrait définir que c'est le jour 1, mais indirectement, c'est une phase de préparation de notre côté qui se fait 2 semaines, 1 mois en amont avant le design sprint réel. Donc sur cette phase, on a vraiment tout ce qui va être récupération des besoins détaillés, pain point, cadrage et priorisation. Ça correspond, si vous connaissez le design sprint, normalement au jour 1 de la méthode du coup de Jake Knapp concrètement. On essaie de la condenser dans un rendez-vous vraiment de préparation pour qu'on puisse préparer au mieux la suite du design sprint. Chacun va travailler un petit peu tel qu'il l'entend avec son design sprint. Typiquement, théoriquement, on est sur 5 jours. On peut avoir des design sprints en fonction des typologies projets qui vont durer beaucoup moins longtemps, sur une journée et demie, et d'autres qui vont s'étendre jusqu'à 3 semaines. Plus c'est long, pour moi, moins c'est bien. Concrètement, derrière, on a, comment dire, c'est plus compliqué de mettre à la poubelle indirectement tout ce qu'on a fait durant une semaine de travail ou pendant 3 semaines de travail. Justement, plus c'est long, moins c'est flexible. Par rapport à ça, du coup, une fois la phase de préparation terminée, le jour 1, on a l'ensemble des problématiques qui ont été priorisées du coup par le décideur et par l'équipe au global. Donc le jour 1, on travaille vraiment ensemble avec l'équipe de sprint pour définir tout ce qui va être idée et tout ce qui va être solution. Imaginez-vous, on est dans un groupe de travail, habituellement entre 5 et 8 personnes maximum. Chacun vient avoir une feuille A4, où on essaie de bannir les ordinateurs, une feuille A4 où chacun vient définir l'ensemble des idées pour répondre aux problématiques et après, par rapport à ces idées-là, définir des solutions. On peut prendre un cas particulier, imaginons que je sois sur un e-commerce. Si j'ai une problématique avec un taux de conversion qui n'est pas bon, bah, peut-être que l'une des problématiques, c'est que la configuration de mon produit, par exemple, peut être trop longue. Donc dans ce genre de cas, le jour 1, on vient réfléchir à comment simplifier cette customisation de notre produit pour gagner du temps, essayer d'engager plus rapidement l'achat de produits. Chacun va avoir ses idées, chacun vient définir des solutions. Le jour 2, on a tout ce qui est phase du coup de prise de décision. Donc là, chacun vient présenter ses idées, ses solutions, chacun vient argumenter et on a une décision qui est prise à terme par le décideur en disant que cette solution-là et cette solution-là, potentiellement, va être la meilleure pour le projet. Ça nous permet de définir clairement un storyboard, donc définir ce qui se passera entre le moment où l'internaute va rentrer sur le projet, sur l'application, et le moment où on aura l'acte d'achat derrière. On définit clairement un storyboard. Par rapport à ça, c'est hyper intéressant pour nous dans le cadre du partenariat avec AWE, parce que AWE a le parcours complet et c'est ce qu'on fait en jour 3, c'est la définition des use cases et la priorisation. Et là, je te relaisse la main du coup, David, pour expliquer l'avantage du coup de placer ce jour-là en plein milieu du sprint. Ouais. Donc d'abord, dans la matinée, on va définir les use cases qui sont guidés principalement par les besoins métiers. On voudrait, par exemple, augmenter le chiffre d'affaires, on voudrait augmenter le nombre de visiteurs, on veut augmenter le nombre de leads. Donc en fonction de ça, on va exploiter les données de la CDP de manière un petit peu différente. Donc on va avoir tous ces use cases qu'on va définir. On va en voir 2 après. On va les prioriser selon la difficulté et le bénéfice qu'on pourra en tirer. Pour mesurer la difficulté, il faut aussi qu'on tienne compte du parcours complet du storyboard, donc qui aura été travaillé avec Maxime juste avant, pour bien vérifier que la donnée dont on a besoin pour ces algorithmes est bien récupérée aux bons endroits. Et une fois qu'on a fait ça, on est capable de faire la roadmap en disant on va démarrer par tel use case ou tel use case sur la partie Customer Data Platform. Pour Catamania, après, donc le design sprint n'est pas terminé. On a toute la phase du coup de prototyping où là on essaie de faire un prototype soit réaliste, soit non. Ça dépend vraiment du temps qu'on a attribué à la réalisation du prototype.
un prototype en tout cas testable par un panel d'utilisateurs qui auraient été sélectionnés précédemment, donc des utilisateurs neutres ou des utilisateurs externes à l'entreprise. C'est hyper important pour avoir des bons retours. On a des outils type TestApic derrière qui nous permettent d'avoir des retours utilisateurs précis qui nous serviront du coup à la fin de ce sprint de savoir si le concept défini lors de cette phase de sprint est globalement bon ou s'il y a une partie achetée à la poubelle. 95% des sprints qu'on fait, même plus que ça concrètement, ressortent de façon positive et du coup on vient adapter par rapport au retour utilisateur, on vient continuer et on peut enchaîner sur plusieurs sprints. Je l'ai vu un petit peu dans les questions, donc effectivement pour le coup on le prend dans une démarche agile, les sprints sont intercalés entre les sprints de développement. Donc c'est vraiment à cette phase-là qu'on intervient, ou vraiment au tout début, lorsqu'on a une idée et qu'on a besoin de savoir si cette idée va fonctionner, ou une problématique, savoir comment répondre à cette problématique. Donc ça peut intervenir vraiment dans les deux cas, soit en phase de début de projet, soit en phase de développement agile, où on vient redispatcher entre les sprints de développement des sprints design, tout simplement. Je pense qu'on peut passer du coup à l'écran d'après. Je vois le temps qui passe, peut-être qu'on accélère un petit peu du coup, David, je pense sur les écrans après. Donc rapidement, toutes les briques en rouge, donc Catamania met en place avec la stratégie du coup définie par AWE, la J-Content, donc le back-office permettant de faire tout ce qui va être gestion de contenu au global. Avec l'implémentation de la J-Customer et de la J-Experience. La J-Experience, le module de personnalisation du coup du front. Là, on est dans un exemple où on est en mode headless. Ça représente à peu près 80% de nos cas clients chez Catamania et je pense que ça devrait se démocratiser là dans les années, dans les mois, dans les années qui viennent concrètement. On est parti sur un front client donc totalement détaché qui communique à travers une API GraphQL du coup générée par Catamania. On voit l'ensemble des modules qui sont connectés à la J-Content. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est surtout voir l'ensemble des informations stockées dans la J-Customer. Et là, David, je te laisse la main sur toutes les briques que vous voyez côté gauche, tous les flux physiques, digitaux et l'ensemble des outils de mesure qui vont être connectés à la J-Customer. Ouais, alors pour une question de temps, je peux pas détailler tout ce qu'on peut ramener dans une Customer Data Platform, mais ce qu'il faut retenir, c'est que toute interaction avec un prospect ou un client pourra être ramenée au sein de la Customer Data Platform, à condition, bien sûr, qu'elle soit digitalisée. Donc, par exemple, les flux physiques qui sont les visites en magasin ou les coups de téléphone, à partir du moment où on arrive à les digitaliser, on va pouvoir les rentrer dans le parcours complet. Et après, les données classiques, c'est tout ce qui est emailing, visite sur le site, CRM, ou les outils de mesure tels que Web Analytics ou les outils d'UX ou d'A/B testing, ainsi que la satisfaction client. Voilà. Donc c'est vraiment très très exhaustif et on arrive à peu près tout mettre à tout rajouter dans le parcours. Je pense qu'on peut passer à l'écran d'après du coup, Philippe. Voilà. Alors ça, c'est exactement ce dont on vous parle, cette vision 360 centralisée. Donc là, c'est un exemple. Alors bien sûr, j'ai dû cacher le nom de cette personne, mais comme vous pouvez le voir sur la droite, on voit son parcours, un parcours qui est à la fois sur le parcours web, à la fois sur le marketing automation avec les emails ouverts ou les formulaires remplis, et à la fois dans le CRM. Voilà, donc le profil d'une personne qui est devenue une opportunité et on ne sait pas la suite de son histoire à ce jour-ci. Vas-y Philippe. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé d'exemples de ventilation des budgets par canal. Ça, c'en est un typique. Si vous regardez, donc ça, c'est un exemple d'un bon élève. C'est un exemple d'un bon élève qui fait de l'acquisition. On le voit en haut à gauche, c'est quels sont les canaux qui sont les plus importants en début de parcours, et juste en dessous les canaux les plus importants en milieu de parcours et enfin en fin de parcours. On voit qu'en début et en fin de parcours, les canaux ne sont pas les mêmes qu'en milieu de parcours. En milieu de parcours, c'est les canaux bleu clair qui ici représentent l'email, et c'est important de le souligner parce que l'email, c'est des gens que vous connaissez déjà, principalement puisque vous avez leur adresse email. Par contre, c'est rarement suite à un email qu'un prospect va devenir un client. Donc, c'est souvent sa place. Donc là, on a l'exemple
d'un bon élève qui a pu voilà, faire une stratégie d'emailing, de nurturing, afin de transformer un prospect en client et ainsi modifier ses investissements pour avoir un meilleur retour sur investissement de ces différents canaux. Voilà, Philippe. Voilà. Un autre exemple, donc là c'est un exemple où on va mesurer l'impact du contenu sur le parcours de conversion. Donc je dis bien sur conversion du premier clic jusqu'au contrat. Là, on a mesuré 2168 contenus différents, dont des pages web. Et à gauche, vous voyez la liste des pages web, alors c'est écrit petit, mais qui ont un impact positif. Et à droite, les pages web qui ont un impact négatif sur ce parcours de conversion. C'est très différent du trafic généré, puisque une page peut être vue beaucoup de fois, et pourtant, au cours des différentes sessions de l'utilisateur, et pourtant avoir un impact relativement négatif sur son parcours de conversion, alors que certains contenus, je pense notamment à des contenus FAQ, qui peuvent être vus qu'une seule fois, et à chaque fois que ce contenu est vu, ça va transformer un prospect en client par la suite. Une autre utilisation de ce content scoring, c'est l'A/B test. Il peut arriver parfois que Maxime génère un A/B test ou un N test avec la page A qui se retrouve du côté bleu avec un effet très positif et une page B qui au contraire est très vue, beaucoup regardée par les visiteurs, mais qui a un impact plutôt négatif sur le parcours de conversion. Donc là, Maxime, je te rends la main parce qu'une fois que tu as ce genre de résultat, que fais-tu de ça? Alors, une fois qu'on a ce genre de résultat, effectivement, après on refait un point client concrètement, mais on a pas mal de points à notifier. On peut retravailler, voir un petit peu ce qui se passe sur les pages, mettre en place des heatmaps pour voir s'il y a des choses qui ne sont pas vues, s'il y a du contenu qui n'est pas vu potentiellement. Retravailler une partie du parcours aussi notamment, et puis tester différentes briques d'affichage à travers de l'A/B testing par exemple. En tout cas, optimiser notre parcours pour être sûr que nos pages soient le plus optimisé possible, Allô? tout simplement. Oui, Philippe, Oui, alors, je pense que tu peux reprendre la main du coup. est-ce que vous m'entendez là? Oui. Donc, On t'entend. très bien. Donc là, on va basculer sur une démonstration réalisée par Stéphane Monnier. Donc, partager mon écran. Alors, est-ce que tout le monde voit? Voilà. Alors, c'est pas là. Voilà. Est-ce que tout le monde voit le site actuellement? C'est bon, Philippe. C'est bon? Voilà. Donc, Stéphane, je te laisse dérouler le scénario, sachant que on va vous présenter en fait rapidement une connexion entre la création du site et la capture finalement d'un formulaire en mode progressif et une interaction avec un CRM type Salesforce, une messagerie instantanée et un outil de marketing automation type Mailchimp. Philippe, on n'entend pas là. Philippe, je pense qu'on a un problème de son. Ah.
Stéphane, excuse-moi, mais a priori, on aurait un problème de son. Moi, je t'entends très très bien, mais eh bien, écoute, à ce moment-là, ce que je vais faire, je vais peut-être faire les commentaires pendant que tu déroules l'application, si ça te convient. Voilà. Donc, on est actuellement sur une page d'engagement où l'utilisateur va naturellement se présenter à travers un formulaire, notamment donc avec ses coordonnées personnelles. Donc là, on est typiquement sur quelqu'un qui s'appelle Michel Leb qui va remplir donc son email, son numéro de téléphone. Voilà. Et il indique quel est son intérêt pour la solution, sachant qu'également, il a la possibilité de souscrire naturellement et valider son engagement RGPD, donner son consentement sur la plateforme. Donc là, nous avons bien enregistré son consentement, ces informations qui ont été injectées dans la CDP. Et donc là, nous allons passer dans le back-office du CMS, juste pour vous montrer que Michel Leb, qui était notre client, a bien été reconnu et a maintenant une carte d'identité avec les informations disponibles, son intérêt pour l'architecture et éventuellement d'autres informations qui vont être progressivement complétées avec le contexte et les informations issues, par exemple, du CRM. On rebascule, alors pour vous montrer rapidement comment se passent les interactions, donc ce qu'on appelle les connecteurs. C'est un ensemble de recettes que vous allez créer, donc sous forme de ce qu'on appelle des jobs, qui permettent de déclencher des actions vers les différents systèmes liés à la plateforme, notamment par exemple la détection d'un nouveau lead que l'on va injecter dans Salesforce ou un message que l'on va poster dans Slack pour alerter l'équipe commerciale de l'arrivée d'un nouveau lead. Donc là, on vous montre de manière explicite que l'on force l'arrivée de ces informations. Vous voyez, un événement en traitement et l'arrivée donc d'un message dans la messagerie instantanée, comme quoi Michel Leb s'est connecté à demander à obtenir des informations en provenance du site industriel. Si je vais maintenant dans mon Salesforce, je vais donc retrouver le lead qui a été donc posté automatiquement par la plateforme. Donc, on voit en haut avec les détails de l'utilisateur et tout un ensemble d'informations propres au CRM, donc notamment son intérêt, etc., etc. Et on peut imaginer qu'un opérateur prend contact avec l'utilisateur, donc on va changer son statut dans le CRM indiquant que ce client a été contacté, donc on sauvegarde le nouveau statut et cette information va maintenant remonter dans la CDP pour indiquer que finalement, donc il y a un petit délai parce qu'ici on est sur une plateforme de démonstration, mais donc comme quoi l'utilisateur potentiellement a été contacté, son profil. Alors on voit pour l'instant c'est encore non contacté, on va attendre quelques instants. Voilà, on regarde les jobs, on va encore une fois, vous voyez, forcer. Encore une fois, on a paramétré le système pour que il vérifie toutes les 3 minutes, je crois, en standard. Voilà, donc là, le lead Salesforce remonte dans la CDP. Si je recharge ma page, au niveau du back-office du CMS, on va voir maintenant que le statut Salesforce a bien été repoussé et mis à jour dans la CDP. Ce qui fait que lorsqu'on va retourner, lorsque l'utilisateur va revenir finalement sur le site web ou une application mobile, eh bien, on aura détecté une interaction préalable et voyez que cette fois, la bannière et le contenu de la page sont totalement personnalisés
tout simplement parce que le système a tenu compte de l'interaction préalable entre l'utilisateur, le CRM, le formulaire et la CDP. Voilà. Alors, de même qu'on a fait un branchement en automatique sur le CRM, on a rajouté, grâce à la validation du consentement de l'utilisateur, on l'a injecté également dans une liste d'alerte de diffusion Mailchimp, et donc on retrouve bien l'utilisateur Michel@demo0307 qui correspond donc à Michel Leb comme ayant souscrit à la lettre d'information qui va lui être diffusée régulièrement, encore une fois, parce que la CDP a enregistré son consentement et son souhait d'être notifié de cette information régulièrement. Et donc là, on voit par exemple dans le back-office du CMS que l'utilisateur a bien confirmé son consentement le 3 juillet à 11h46, donc il y a 5 minutes, et que ce consentement est valable jusqu'au 3 juillet 2022 conformément au RGPD. Et voilà, donc on peut vous montrer éventuellement comment on a réalisé cette personnalisation. L'idée étant d'appliquer des fonctions de personnalisation en fonction de règles métiers qui vont s'appliquer naturellement en fonction du statut qui est disponible aujourd'hui dans Salesforce. Donc, on met à disposition des utilisateurs marketing ou des administrateurs de la plateforme tout un ensemble de jeux de règles permettant de totalement personnaliser les interactions en fonction de règles, d'événements qui surviennent soit sur le parcours de l'utilisateur, soit dans les outils du back-office. Donc là, on a rajouté par exemple une troisième règle, vous voyez qu'il y en a 3, que l'on peut totalement personnaliser pour par exemple afficher une vidéo en fonction d'une segmentation dynamique. Donc là, on est en train de présenter les différentes options. Vous avez des dizaines de possibilités de manière à personnaliser les différents traitements disponibles. Donc le profiling, le comportement, est-ce que l'utilisateur visite le site pour la première fois, est-ce que c'est un visiteur récurrent, etc., etc. Voilà, donc de manière très très simple, le marketeur a la possibilité de totalement personnaliser son interface en fonction de règles qui lui sont propres. Voilà. Voilà, on en a peut-être, et puis alors juste un petit dernier mot effectivement sur les outils d'analytique, on peut consulter des dashboards en fonction naturellement des comportements des utilisateurs, mais on peut également segmenter avec différents critères de filtres les différents segments utilisateurs de manière totalement temps réel, dynamique, pour se créer des segments typiques en fonction des profils d'utilisateurs que l'on veut adresser, de la personnalisation que l'on veut appliquer sur ces différents segments d'utilisateurs, sachant que les propriétés qui peuvent être utilisées pour réaliser cette personnalisation sont totalement ouvertes et vont dépendre naturellement des différents applicatifs qui seront connectés à la plateforme. Voilà, écoutez, on en a terminé à ce stade pour la démonstration. On est maintenant disponible pour vos questions si vous en avez. Merci Stéphane. Je vais reprendre la présentation de la présentation standard que voilà. Donc, on a déroulé cette présentation et on est maintenant au stade des questions-réponses. Je ne sais pas si vous voulez aujourd'hui nous poser des questions. Donc, vous pouvez utiliser le chat. Donc, alors, on a peut-être des informations. On n'a pas de questions. Maxime, David, est-ce que vous voulez rajouter un mot éventuellement? Maxime, un petit mot?
Pas pour le moment, je pense que c'est plutôt clair. Écoute. Voilà. En tout cas, on vous a présenté comment on arrive en alliant les compétences de Catamania, d'AWE et une plateforme telle que Jaya, à arriver à créer un nouveau produit, intégrer une Customer Data Platform et comment exploiter ces résultats de cette vision 360 pour aller plus loin. Et bien sûr, dans cette optique d'alignement marketing sales qui est très en vague en ce moment, comment le marketing peut participer directement et avoir un vrai retour sur investissement de ces campagnes sur le chiffre d'affaires de la compagnie. Voilà. Et donc, naturellement, si vous le souhaitez, on vous invite à nous recontacter. On vous diffusera la présentation pour ceux qui le souhaitent. Vous trouverez l'ensemble de nos coordonnées. On est naturellement à votre disposition pour lancer des tests avec des instances qu'on peut vous activer, travailler avec vous autour d'ateliers pratiques pour étudier votre situation, votre contexte particulier, réaliser un audit éventuellement de votre stratégie digitale et vous faire des recommandations ou un accompagnement, ou même vous proposer le déploiement d'un POC sur un périmètre à convenir. Donc, nous sommes naturellement à votre disposition et n'hésitez pas à nous rappeler, à nous consulter si vous avez des projets autour naturellement de l'implémentation d'une stack digitale. Je vous remercie. J'espère que ce séminaire en ligne vous a été utile, que vous avez appris naturellement différents éléments d'information. Encore une fois, toute l'équipe, que ce soit chez AWE, chez Catamania ou chez Jaya, sommes à votre disposition pour vous apporter tous les éléments de réponse utiles à la mise en œuvre d'un projet ou aux différentes phases de réflexion que vous pourriez mener autour d'une stack digitale. Merci à tous et à très bientôt. Bonne fin de journée. Merci à vous. À bientôt. Merci, au revoir.